Voor wie op zoek is naar sporen van het verleden is de natuur een regelrechte ramp. In een bos verandert alles, vroeg of laat, in potgrond. Maar hier, helemaal in het zuiden van het land, vlakbij de Franse grens, diep verscholen in de bossen van Brûlis de Pêche, verzet een bunker zich hardnekkig tegen de tand des tijds. Het begin van een verhaal met een tragisch einde. Want ook deze blok beton verbergt een publiek geheim. Brûlis de Pêche is een godvergeten dorpje vlakbij de Franse grens, diep in de provincie Namen, op een kleine 10 kilometer van een stadje, Couvin. En wat heb je hier? Niet veel eigenlijk, een kerkje, een verlaten school en amper 4 huizen. Maar wat deze plek wel heel bijzonder maakt, is die bunker daar, in een bos vlakbij. En wat ook opvalt, is een aantal van de bomen hebben hier en daar mysterieuze witte lijnen. Wat doen die daar? Ik steek mijn licht op bij Eddy Manise, hoofd van de toeristische dienst van het nabijgelegen Couvin. Le bunker a été construit entre mai et juin 1940. C'est d'ici que les Allemands ont dirigé la campagne de France. En fait, on n'est pas très loin de la frontière française. Et alors, ils sont venus s'installer ici pendant plus ou moins 22 jours. Et le bunker a été construit exclusivement pour Adolf Hitler. Adolf Hitler, oui, même a été ici dans ce bunker. Oui, tout à fait, oui. Ah ouais. Et ces lignes blanches, alors étaient pour... Ces lignes blanches-là avaient un rôle bien particulier. C'était pour simplement permettre à Hitler de pouvoir se repérer durant la nuit, tout simplement. Pour qu'il ne se perdait pas pendant ces promenades de nuit. Voilà, c'est tout à fait ça, oui. Ouais. Wat deed Adolf Hitler in deze bunker op Belgische bodem? Het antwoord krijg ik van een Duitse historicus, Joost Dulfer. Sagen Sie mal, was hat Adolf Hitler in diesem kleinen Dorf gemacht? Es war sein Hauptquartier, Führerhauptquartier nannte man das im Zweiten Weltkrieg, von dem aus er den zweiten Teil des Krieges gegen Westeuropa, also gegenüber Niederlande, Belgien und Frankreich, ja, geführt hat, wie man so schön sagt. Und warum hat er dieser Ort ausgewählt? Weil es liegt dicht an der Grenze zwischen Belgien und Frankreich. Es liegt in einem Waldgebiet. Es war die Fiktion, dass er auf die Art und Weise in der Nähe seiner Truppen sein könnte und wie ein alter Feldherr zu Napoleons Zeiten die Truppen selbst führen konnte. Wie sah so ein Hauptquartier eigentlich aus? Der Kern war eines solchen Hauptquartiers war immer ein Bunker gegen mögliche Luftangriffe. Ja. Und das Weitere wurde improvisiert. Es wurden ein paar Baracken gebaut. Das reichte nicht. Dann brauchte man das Dorf dazu und die Kirche, die Schule wurden alle als Büroräume genutzt, wahrscheinlich auch die Privathäuser. Wer hat diese Gesamtkonstruktion gebaut? Es war die sogenannte Organisation Todt. Fritz Todt war ein Baumann, der die Autobahnen gebaut hat, der vor allen Dingen ab 1938 den Westwall gebaut hat, die deutschen Grenzbefestigungen gegen Belgien und Frankreich. Damals waren es einige 100.000 Leute, die eingesetzt wurden. Hier waren es sehr viel weniger, wahrscheinlich einige 100 Leute, die binnen einer Woche dieses Führerhauptquartier improvisieren mussten. De organisation Todt stampte hier in 1 week tijd een bunker en 2 chalets uit de grond. De arbeiders werkten letterlijk van zonsopgang tot zonsondergang. Een paar honderd Duitse arbeiders die er dag in dag uit in de weer zijn met het bouwen van een bunker in een dorp van Ocharme, 200 inwoners. Dan vraag ik mij af, die mensen van het dorp, wisten die eigenlijk wat hier aan de gang was? Marie Metes was 10 jaar in 1940. Ze woonde in een boerderij in Cul-de-Sac, een dorpje net naast Brûlis de Pêche. 27 mei 1940 is een dag die ze nooit zal vergeten. Est-ce que vous savez qu'en 1940 les Allemands étaient ici pour bâtir des bunkers? Oh ben non, on ne savait déjà pas qu'on construisait un bunker puisqu'on était partis, nous avait évacués. Chassés par les Allemands. Chassés? Chassés par les Allemands. Ça s'est passé comment? Un lundi après-midi, 2 Allemands sont passés de maison en maison avec un ordre d'évacuation.
on devait partir dans les 2 heures. Vous ne savez pas pourquoi Ah non. ils vous ont chassé? Non, on ne savait pas. Les Allemands nous chassaient, Sans Ils avaient- explication. Sans explication. Et pas, je vous dis, ils n'étaient pas aimables du tout. Ça, je me souviens très bien. Et puis, alors, on a pris quelques affaires, mais pas grand-chose. On n'a pas eu le temps de faire des provisions et de prendre des vêtements, puisqu'il fallait qu'on parte. Les gens devaient partir, tout le monde devait partir. Les Allemands ont dit de ne pas serrer la porte, de laisser la clé sur la porte, pour montrer que la maison était vide. Et puis, on est descendu, accompagné par les Allemands, jusqu'à Couvin. Et vous êtes allé où alors? Et alors, le lendemain matin, on est reparti, toujours sous la surveillance des Allemands, la direction Marignanbourg, jusqu'à Philippeville. Toujours avec les Allemands qui nous accompagnaient. Et à Philippeville, ils ont dit qu'on pouvait aller où on voulait sans faire demi-tour. On ne pouvait pas revenir. On ne savait pas pourquoi. Terug naar de bunker. Dit is René Matteau. 30 jaar heeft hij gewerkt aan zijn boek Au Ravin du Loup, over Hitlers verblijf hier in 1940. Hij vertelt me dat Marie Meeters en haar familie lang niet de enige waren die toen door de Duitsers zijn verjaagd. Eh bien, il fallait la sécurité pour le Führer. Alors, le chef de sécurité a ordonné l'évacuation de 28 villages des environs, c'est-à-dire en gros Couvin et Chimay. Ça faisait combien de personnes Environ 27 000 habitants. qui ont dû partir? Ont dû quitter vers le nord, donc vers Beaumont, vers Philippeville. Et c'est pour lui que les Allemands ont construit ce bunker? Oui, donc il arrive ici le 6 juin 1940 à 13h30. Comment les Allemands ont construit ce bunker? C'est un cube de 7 mètres de côté. Oui. Et vous voyez que c'est bien blindé. Alors, vous voyez, il est protégé pour le camouflage avec du crépi. Oui. Et c'est toujours resté tel depuis 1940. Ah, c'est en béton, ça? Oui, oui. Pour imiter la mousse? Exactement. Oui, oui. Et ça a été fait par les Allemands? Oui, à oui, l'époque? certainement, oui, oui. Ça n'a pas bougé. Ouais, ouais. Oui. Voilà. Ok. Là, quelle porte? Ah oui. Oui. Donc voici, c'est en 2 vantaux. Ah oui. Donc, en cas de bombardement, s'il y a des gravats ici, on pouvait entrer par le côté supérieur. Ah oui. Et là, il y a une porte, encore ici. Voilà, nous entrons dans ce fameux bunker. Oui, Hitler. Ah oui. C'est justement ça. Mais c'est tout petit, ça. Ça, c'est l'intérieur du bunker? Exactement. Mais c'est vraiment tout. C'est tout ça, l'intérieur du bunker? Mais il n'y a que cette bouche d'aérage. Oui. Ici, il y avait bien sûr des toilettes. Il n'y a presque pas de place pour les chaises ou un lit? Oh, ben, très peu, mais non, c'est en cas d'attaque. Donc, Il ne dormait pas ici? Non, non, pas du tout. Non, non. Ok, ok. Il n'est venu qu'une seule fois, accompagné de son aide de camp, le colonel aviateur von Bellow, qui lui a montré le bunker. Oui. Donc le 6 juin 1940. Et là, l'eau tombait de partout. Hein, c'est normal, ça venait d'être fait. Donc Hitler n'a jamais occupé ce bunker. Il Même en cas est venu d'attaque. justement une fois pour l'inspecter. Ouais, exactement. Et puis il est parti, il n'a Oui. jamais usé. Or, il y a eu un bombardement dans la région. Une nuit, les Anglais ont bombardé la première maison de cul-de-serre, Oui. exactement à 3 km 200 d'ici, et Hitler est resté impavide. Donc, il n'est pas rentré dans son bunker. Est-ce qu'il savait qu'il était ici? Pas les du Alliés? tout. Non, non. Ah non? Oh, non. C'était vraiment par accident. Tout à fait. Ça veut dire que ce bunker n'a servi à rien. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, Hitler n'a pas logé dans le bunker, Non. mais dans le chalet tout près. Oui. Donc, vous voyez ce chalet, et je vous montre la photo Oui. où l'on voit Hitler sortant de son chalet Oui. avec Göring. Ah oui. Et c'est C'est ce là, chalet-ci? exactement. Oui. Mais il a été reconstitué.
Après-guerre. Après-guerre, Oui. oui. Mais c'est les mêmes dimensions. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur, bien, Hitler? Il avait une chambre à coucher, un bureau, et à l'arrière logeait son valet de chambre et un général SS comme gardien. Ah oui. Alors Hitler se levait à 11 h du matin et son valet de chambre apportait le courrier. Oui. Alors il venait déjeuner ici au casino, qui est l'autre chalet à côté. Il s'appelait le casino. Oui, c'est le terme allemand pour dire restaurant. Et c'est là que Hitler prenait ce repas en compagnie de ses aides de camp. Et qu'est-ce qu'il mangeait de préférence? Ah, il faut savoir que Hitler était végétarien à l'extrême. Ah oui. Il mangeait bien sûr des pommes de terre, des œufs, du laitage et du gervais. Ça, c'est noté dans sa vie quotidienne. Est-ce qu'Hitler a reçu des visiteurs ici? Ah oui, de très très grands visiteurs. Par exemple, le Feldmaréchal Göring, le chef de l'aviation de la Luftwaffe. Il a reçu von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères. Il a reçu von Brauchitsch, le chef de l'armée de terre. Et il a reçu 4 fois Himmler, le propagandiste, si vous voulez. Le chef du SS. Exactement. Exactement. Die nazi-kopstukken waren hier niet toevallig. Jeroen Huigelier is militair historicus, gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog. Hij neemt me mee naar de vroegere school van Brûlis de Pesche. Vandaag is het een vakantieverblijf, maar 70 jaar geleden leidde Hitler hier de laatste en beslissende fase van de slag om Frankrijk. 1940 was dit het schoolgebouw. Ja? En dit klaslokaal, dit was de kaartenkamer. Eigenlijk was deze ruimte het centrum van het operationeel gebeuren voor de operatie van de verovering van Frankrijk. Hier stond Hitler over zijn kaart gebogen. Ja, dat was 2, 3 keer per dag Ja? dat we dan vergaderden. Voornamelijk met zijn voornaamste legerchefs, zoals Jodl of Keitel. Dat men de vooruitgang van het Duitse leger kon volgen. Die inval van Frankrijk, hoe heeft Hitler dat aangepakt? We weten dus dat op 4 juni, einde van operatie Dynamo, de geallieerde troepen Duinkerke ontruimd hebben. Ja. Dat ze geëvacueerd Engelsen zijn. die Ja. terug naar Engeland zijn. Ja? Dus dat betekent, het Franse leger is teruggetrokken tot achter de Somme, de Aisne en de Marne. Ja. Dus de volgende dag, 5 juni, beslist Hitler dat de slag voor Frankrijk kan beginnen. Het concept van de aanval op Frankrijk was stelselmatig, gebruikmakend voornamelijk van pantsertroepen en gemotoriseerde eenheden, van west naar oost zou proberen het Franse leger terug te drijven. Ja. De volgende dag, reeds op 6 juni, overschrijdt men de Somme nabij Amiens. Dezelfde dag komt Hitler naar hier. Dus op 6 juni staat Hitler hier in deze kamer over die kaarten gebogen. Over die kaarten gebogen. Ja. De 9e juni overschrijden de eerste Duitse troepen de Seine en wordt Rouen ingenomen. En op 11 juni zijn de stellingen aan de Aisne en de Marne doorbroken en zal men Reims bezetten. De 13e trekken de Fransen terug uit Parijs, zodanig dat men de Duitsers een vrije intocht geeft. Parijs wordt dus open stad verklaard. De bedoeling erachter is dat Parijs niet zou gebombardeerd worden, als het ware dat Parijs niet zou vernietigd worden. Op 14 juni 1940 trekken de Duitsers Parijs binnen en hijsen hun vlag boven op de Eiffeltoren. 2 dagen later treedt de Franse eerste minister Reynaud af. Hij wordt opgevolgd door de 84-jarige maarschalk Pétain, die als militair zijn sporen had verdiend tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die wil maar één ding: zo snel mogelijk een wapenstilstand met Duitsland. Ministerpräsident der neu gebildeten französischen Regierung, Marschall Pétain, hat in einer Rundfunkansprache an das französische Volk erklärt, dass Frankreich nunmehr die Waffen niederlegen müsse. Dus op deze weg naar de kerk, dat op 17 juni Hitler verneemt dat Frankrijk de wapenstilstand heeft aangevraagd. En hoe was zijn reactie? Zeer tevreden. Enerzijds omwille van het onverhoopte snelle succes. En anderzijds ook omdat eindelijk een kleine korporaal uit de Eerste Wereldoorlog had het machtige Frankrijk verslagen.
Na de Franse capitulatie verschuift het zenuwcentrum van Hitlers hoofdkwartier in Brûlis-de-Pêche naar het grootste gebouw van het dorp. We zijn hier in de kerk van Brûlis-de-Pêche. Ja, tijdens het verblijf van Hitler hier fungeerde deze ruimte als een bioscoop. Als een bioscoop? Ja, een klein bioscoop zelfs. Ja. Men had er wel over gewaakt om zoveel mogelijk religieuze verwijzingen te verwijderen. Of, zoals met de standbeelden, te bedekken achter een doek. En men had ook voor het altaar een groot scherm geplaatst. Op dat scherm werden dan de beelden afgespeeld. Hier werd cinema gespeeld. En wat werd er dan getoond? Hitler kwam hier 2 of 3 maal per week naar de Wochenschau kijken. De wat? De Wochenschau? Ja, de Wochenschau was het Duitse bioscoopjournaal, waar dat de actualiteiten werden vertoond. Dus dan zat hij hier echt, Hitler en waarschijnlijk een beetje gevolg, naar het journaal te kijken. Naar zijn eigen exploten. Ja, maar nog belangrijker is dat in deze ruimte, tijdens de nacht van 20 op 21 juni, de definitieve tekst van de wapenstilstand met Frankrijk werd opgesteld. Later vertelde Hitlers tolk Paul Schmidt over die nacht het volgende. Ik werd getroffen door de vreemde sfeer die er heerste voor het met doeken verhulde altaar in het pikdonkere middenschip. In een hoek was te horen hoe met zachte stem de aan Frankrijk opgelegde voorwaarden in Franse zinnen werden vertaald, begeleid door het gedempte ratelen van een schrijfmachine. Toen de zon opkwam hadden we onze taak volbracht en lag er een definitief exemplaar klaar ter overhandiging aan de Fransen. De volgende ochtend, op 21 juni, vertrekt Hitler van hier naar het bos van Compiègne, zo'n 150 kilometer verderop richting Parijs. Hij had uitdrukkelijk geëist dat de wapenstilstand daar zou worden ondertekend, op exact dezelfde plaats waar Duitsland in 1918 de wapens had moeten neerleggen. De treinwagon waarin dat was gebeurd had hij zelfs speciaal uit het nabijgelegen museum laten halen. Voor Hitler was dit de ultieme revanche. Na de ondertekening van de wapenstilstand komt Hitler voor de eerste en enige keer in zijn leven in Parijs. Op een drafje bezoekt hij onder andere de Eiffeltoren, de Notre-Dame, het Louvre, de Parijse Opera, de Arc de Triomphe en het graf van Napoleon in Les Invalides. De uitstap duurt welgeteld 3 uur. Na afloop zegt Hitler tegen Albert Speer, zijn architect die hem vergezelde: het was de droom van mijn leven Parijs te mogen zien. Ik kan je niet zeggen hoe gelukkig ik ben dat die droom vandaag in vervulling is gegaan. Hitler keert terug naar Brûlis-de-Pêche en wacht daar op 24 juni op de officiële aankondiging van de wapenstilstand. Achtung aan das ganze deutsche Volk. In dem Augenblick ist an allen Fronten in Frankreich der Waffenstillstand in Kraft getreten. Als het zover is, staan de officieren recht, heffen het glas en roepen 3 maal vivaat ter ere van de Führer. Hitler staat roerloos in de houding en luistert voor het open raam naar de echo van de trompetten die in de verte het signaal geven voor het staakt het vuren. Et puis le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, donc il fait venir d'Allemagne 2 anciens camarades de la guerre 14-18. Oui. Et il se rend avec eux le premier jour à l'an 60 et allant une visite à la cathédrale. Et le lendemain, il repart, toujours avec ses 2 camarades, visiter Lille et Comines en Belgique. Et après, est-ce qu'il est resté en France? Non, non, 2 jours après, le 28 juin, il quitte Brûlis-de-Pêche pour son 3e quartier général, Tannenberg, dans la Forêt Noire. Ah oui, définitivement. Oui. Maintenant, oui. 28 juni 1940. Om 8 uur 's morgens verlaat Hitler in het grootste geheim Brûlis-de-Pêche. De hele streek is dan leeg en verlaten. De meer dan 25.000 inwoners van de omliggende dorpen krijgen dan pas de toestemming om naar hun huizen terug te keren. Maar op dat moment weet nog niemand van hen wat hier is gebeurd. Fin juin, ils nous ont donné ordre qu'on pouvait retourner à nos maisons. On pouvait gagner nos maisons. Comment est-ce que vous avez retrouvé votre maison? Dans quel état? Sans dessus-dessous. Ils avaient installé des matelas, des sommiers
plein la place, dans la terre. Non, ils ont logé comme ça. Ils avaient occupé toute la maison. Est-ce qu'ils avaient enlevé des choses? Oui, oui, tout était pillé dans les armoires et dans les vêtements. On n'a pas retrouvé grand-chose. C'est-à-dire que dans la première pièce, ils avaient ouvert les coffres de la cuisinière, ils avaient enlevé toutes les platines à tarte, toutes les conserves que nous avions, comme on faisait toujours des conserves pour l'hiver. On stérilisait nos fruits et nos légumes. Ça, on n'a rien retrouvé. L'hiver 40-41, on n'a pas su faire de provisions de pommes de terre. On a mangé des carottes, des choux navets, des navets, mais pas beaucoup de pommes de terre. Et ça a été pour tout le monde, hein, je dirais en général. Hein. Dat a été comme ça, quoi. Maar toen wist ze nog altijd niet waarom ze waren verjaagd. De man van Marie Meetes, Paul Magnet, was 14 in 1940. En het is door zijn vader dat de waarheid aan het licht kwam. Quand est-ce que vous avez découvert que Hitler a été ici au village? Eh bien, c'est en 1941, au mois d'avril 1941, mon papa s'était rendu à Charleroi pour le dentiste. Et alors, en attendant le train de Couvain, sur le quai de la gare, il y avait un marchand de journaux. Incidemment, il a feuilleté une revue allemande. Et en feuilletant la revue allemande, il a découvert qu'à l'intérieur, il a reconnu le village de Bouilly-de-Pêche, où il passait tous les jours comme facteur des postes. Alors ça, c'est l'original. C'est vraiment la revue que votre père a achetée? Oui, oui. Il l'a ouvert, il a reconnu tout de suite Bouilly-de-Pêche. Ah, voilà. Et alors, automatiquement, l'école, avec Hitler. Et là, ici, on connaissait ça, c'était à Saint-Main. Ouais. Donc, il en a acheté un. Et puis, il l'a montré aux gens de Bouilly-de-Pêche, le lendemain. Et puis alors, on m'en a fait commander. Moi, j'allais à l'école tous les jours en vélo à Couvain. Donc, je suis allé trouver le libraire en demandant une quinzaine. Il en a commandé une quinzaine. Et alors, on a distribué à Bouilly-de-Pêche et à Cudessart. Vous vous sentiez comment à l'époque, quand vous avez découvert la vérité à propos de ce bunker? Oh, oui, vous pensez l'histoire du bunker, mais c'était facultatif à nous autres. C'était plus important le ravitaillement que le bunker de Bouilly-de-Pêche, franchement, pour parler. Ouais. Hein? C'était la nourriture qui comptait, c'est tout. Wie honger heeft, houdt zich niet bezig met een bunker in een bos. Maar hoe zou Hitler zich hier gevoeld hebben? Est-ce qu'Hitler était content de son quartier général ici? Oh, certainement, ce fut un séjour très agréable pour lui. C'était la nature intacte et il a gagné donc sa victoire sur le Luxembourg, la Belgique, la Hollande et la France en quelques semaines. Donc il fut très heureux. Comment est-ce qu'on dit brûlis de pêche en allemand? Ah oui, donc son chef de sécurité avait désigné ce quartier général par Waldwiese, qui veut dire près dans la forêt. Ah oui. Mais Hitler dit non, mon quartier général ici à Brûlis-de-Pêche sera Wolfslucht. Wolfslucht. Oui, ravin du loup. Ravin du loup. Le mot Wolf revient très souvent. On a eu Wolfslucht 2 à Margival. Et puis on a eu Werwolf, signifie loup-garou, et Wolfschanz en Pologne. Hitler aimait ce mot. Il faut savoir, et j'ai eu la confidence de son aide de camp, le général Engel, qui m'a dit que le père de Hitler appelait Hitler Wolf. Donc c'est une réminiscence de sa jeunesse. Encore toujours petit garçon. Oui, exactement. En daarmee is alles gezegd over het blitsbezoek van Hitler aan Brûlis-de-Pêche. Dacht ik. Want toen bleek dat ik nog één ding over het hoofd had gezien. Il faut savoir qu'en 1940, l'organisation TOT a supprimé le clocher. Ah oui. Pour y installer un réservoir d'eau pour il avait alimenter. Vraiment coupé? Oui, il y a la photo, on voit le clocher décapité. Oui. Et il faut savoir que le réservoir d'eau de 1940 est toujours utilisé dans une ferme à Couvain. Mais non, encore toujours? Oui, oui.
Op deze boerderij zouden ze nog altijd die watertank bewaren die de Duitsers bovenop de kerktoren van Brully-de-Pêche hebben gezet. Nu, het feit dat die er nog is eigenlijk een klein wonder. En dat zit zo, ik heb ze even nagevraagd. Vlakbij is er een stadje Couvin. Daar was een fabriek Saint-Roch. En daar zijn de Duitsers tonnen en tonnen Rijnzand gaan confisqueren om die bunker te bouwen. En na de oorlog heeft de directeur van die fabriek, monsieur Lambot, bij wijze van compensatie die watertank gekregen. En het vreemde is, hij had hier een boerderij, die is er nog altijd. En die watertank, die moet hier ook nog altijd zijn. Ik ben benieuwd. Dat is niks. Ik zie alleen varkensstallen. Even eens kijken. Geen flauw benul. Oh, kijk eens hier, kijk eens hier, kijk eens hier. Wow. Dat is zo eens. Dus hier zat het water in waar Hitler zich mee gewassen heeft. Kinderen in het bos. Ik geef toe, het is een onnozel detail in de geschiedenis, maar ik ben toch blij dat ik hem gevonden heb. Dat is wat er vandaag nog overblijft. Het laatste tastbare bewijs van Adolf Hitlers aanwezigheid in ons land. Een roestige watertank boven een varkensstal en een blok beton in een bos.